Et nous allons revenir sur les titres ce matin. Tout d'abord, le crash, le mini crash qui s'est passé donc en Chine cette nuit. Pour la deuxième fois de la semaine, le court-circuit mis en place après le crash de l'été ont été à nouveau activés après seulement 15 minutes d'échange sur les bourses chinoises. L'indice CSI 300 des principales valeurs cotées à Shanghai et Shenzhen reculait de 7,21% au moment de la suspension des cotations, tandis que le composite de Shanghai baissait de 7,32%. La raison de ce nouveau crash est l'accélération de la dévaluation du yuan cette nuit par les autorités chinoises. Éric Lévin, bonjour, vous venez de nous rejoindre. Vous êtes le rédacteur en chef le responsable des actions à la bourse au quotidien. Un crash comme ça, là, à nouveau sur les bourses asiatiques, c'est très mauvais signe pour les marchés actions. En tout cas, on voit les futurs qui sont mal orientés ce matin. Votre sentiment là pour les marchés là aujourd'hui, vous pensez que ça va très mal se passer? Il y a trois éléments qui se conjuguent. D'abord, il y a des minutes de la Fed hier qui étaient un petit peu angoissantes dans la mesure où on se rend compte quand même qu'il risque d'y avoir pas mal de hausse des taux en 2016. Vous avez des soucis avec le baril de pétrole qui ne cesse de baisser. Je crois qu'on perd encore 3 à 4% ce matin. On est au plus bas depuis 12 ans. Il y a bien sûr ces marchés chinois qui inquiètent et surtout le yuan qui n'arrête pas d'être dévalué, qui n'arrête pas de se déprécier, ce qui fait peser un risque sur toutes les économies émergentes. Donc on a peur d'un effet boule de neige. Le yuan qui se déprécie, les économies émergentes qui chutent et donc toutes les grandes puissances qui chutent également. Tout cela est de mauvaise augure puisqu'on doit perdre 3% actuellement à la bourse de Paris. Alors maintenant, que faire sur ce genre de séance? Moi, je crois qu'il faut attendre l'ouverture de New York. Ça ne sert à rien de se précipiter pour l'instant pour acheter, tout simplement parce qu'on a l'impression qu'on est dans un sentiment de sell-off. Vous avez vu qu'on avait eu une séance de forte baisse lundi, on avait perdu 2,5%, petit rebond mardi, mercredi on a encore baissé 1,3%. Là, si on fait le cumul depuis le début de l'année, on perd quasiment 6%. Donc quand on est dans ce genre de marché, je crois qu'il faut patienter, il faut un petit peu voir ce qui se passe et ne pas du tout se précipiter en achetant des actions ce matin. Maintenant, il y a quand même certaines actions qui commencent à être intéressantes et qu'il faut regarder de près, mais pas les acheter tout de suite. Oui, oui. Mais alors c'est vrai qu'on a cette chute actuellement. On est quand même sous les 4005, on est à 4480. En tout cas, on a clôturé à 4480. Ça peut être un bon point d'entrée pour ceux qui sont positifs sur les marchés, peut-être à long terme, c'est un bon point d'entrée donc pour revenir à bon compte sur certaines actions. En revanche, il y a toujours ce risque, comme il y a beaucoup d'incertitudes, d'avoir une baisse qui se poursuit. Donc c'est vrai que c'est difficile aussi d'appréhender les marchés. Vous êtes positif, vous quand même, sur du plus long terme, sur les actions? Écoutez, il faut attendre que les turbulences se passent. On vient quand même de 5000 points. Quand on regarde l'ouverture, là, je pense qu'on va ouvrir sur des niveaux de 4360, 4370 points. Donc ça fait quand même quasiment 650 points de baisse par rapport au plus haut enregistré il y a 2-3 mois. Donc moi, j'ai le sentiment qu'il faut un petit peu se poser. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'acheter comme info aujourd'hui des actions. Après, tout dépend de l'horizon de temps. Moi, je pense que sur un an, c'est-à-dire dans un an, les cours seront nettement plus hauts. Parce que j'ai le sentiment quand même que ça va se calmer sur la Chine, même si on sait que ça ralentit. J'ai l'impression que le baril de pétrole, ça vaut 32-33 $, mais je ne suis pas sûr que ça baisse encore beaucoup. C'est-à-dire que je me demande si finalement ce ne serait pas intelligent de commencer à acheter du pétrole en dessous de 30 $, par exemple, ou des valeurs pétrolières comme Total qui commence à avoir un bon rendement, ou du technique qui commence à être massacré. Bref, j'ai le sentiment qu'à 100-150 points, on peut commencer à faire des achats. Mais sur les pétrolières, c'est quand même assez compliqué parce qu'il y a celles qui justement pâtissent de cette baisse du pétrole, notamment les techniques, les CGG, tous ces équipementiers pétroliers qui n'arrivent pas à s'en sortir actuellement, alors que les majors résistent peut-être un petit peu mieux. En fait, le cas des majors, c'est qu'elles ont des stratégies défensives. C'est-à-dire que quand elles se rendent compte que le pétrole baisse, elles coupent leurs investissements. C'est-à-dire qu'elles se disent finalement, pourquoi investir dans des champs pétrolifères qui finalement ont un coût de production qui est supérieur au coût du baril. Donc ils arrêtent tout. Les parapétrolières, le problème, c'est qu'elles subissent l'onde de choc de plein fouet. C'est-à-dire que quand Total arrête des investissements, quand Total arrête sa recherche et développement, les premiers qui subissent, ce sont les CGG, les Valorec, les Technip. Mais donc, vous dites on peut revenir sur ces valeurs-là. Sur le pétrole, sur Total, autour de 36-37 euros l'action, je pense que ça peut être intéressant parce qu'il y a du rendement. Et puis Total résiste quand même très bien. Quand vous voyez les dernières séquences de résultats, elle résiste plutôt très bien. Sur Technip, moi, c'est ma préférée dans le secteur parce que je pense qu'un jour ou l'autre, il y aura un adossement de Technip. Vous savez qu'il y avait eu des rumeurs, Lucie, il y a quelques mois là-dessus. Voilà. Je pense que ça va finir par revenir. Sur CGG... Vous pensez qu'il peut y avoir du coup une opération peut-être en 2016 sur CGG? CGG et Valorec, je suis beaucoup plus craintif sur ce genre de dossier. Je suis à l'écart. Sur Technip, je pense qu'il peut y avoir un adossement. Ouais. Donc on peut jouer justement un petit peu par anticipation, jouer une opération sur Technip, ça?
Je pense que oui, mais encore une fois, tout dépend de l'horizon de temps. Pour les spillers fous qui veulent faire des opérations au jour le jour, c'est assez compliqué. Si vous avez plus de temps, si vous n'avez pas besoin d'argent, je pense qu'il y a des belles opportunités qui vont se concrétiser sur les valeurs. On parlait du pétrole, je pense que des valeurs aussi comme Kering, qui a beaucoup baissé, luxe. ou L'Oréal. À Luxe, 5-6 euros près, je pense. Luxe, c'est aussi assez compliqué. On a actuellement, par exemple, tout est un petit peu compliqué, sauf sur tout ce qui est domestique, là vraiment croissance, on va dire, pas internationale, mais vraiment européenne. Le luxe, c'est évidemment impacté par le ralentissement chinois. Il y a aussi l'effet devise. C'est des éléments qui peuvent aussi donc faire souffrir un petit peu les titres de ces valeurs-là, de ce secteur-là. Le luxe, il faut regarder les groupes bien positionnés et surtout les sociétés qui ont des emplacements number one et qui vont peut-être réduire leurs investissements, mais qui vont améliorer leur productivité. Où il y a du pricing power. Par exemple, je pense que des sociétés comme Moncler, comme Kering, comme LVMH, qui sont quasiment au plus bas depuis 6 mois, je pense qu'il y a un potentiel de rebond. Ce qu'il faut savoir, c'est que le ralentissement chinois, la dépréciation du yuan, sont intégrés déjà dans le cours des actions. Un LVMH à 138 euros, c'est pas le même LVMH qui valait 170 euros il y a quelques semaines. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des couvertures, mais après, ces couvertures-là, au bout d'un moment, elles fonctionnent moins. Enfin, en tout cas, après, c'est déjà anticipé dans les cours, comme vous dites. Donc, est-ce que c'est quand même intéressant de revenir sur ces valeurs-là ? Je pense que, encore une fois, à 5-7% près, c'est-à-dire acheter du LVMH vers 130 ou du Kering vers 140 euros, je pense que ça a un intérêt dans une optique de long terme, parce que je pense qu'on revient sur des niveaux de valorisation qui ne sont pas excessivement chers, et ça reste quand même des groupes très solides. Et puis je crois, par exemple, sur Kering, je crois que la Chine, c'est simplement... je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est entre 15 et 18% son chiffre d'affaires. Ce n'est pas simplement la Chine pour Kering. Pas autant impacté. Voilà. Alors que LVMH est peut-être plus impacté, vous dites ? Peut-être un petit peu plus impacté, mais encore une fois, ça a beaucoup baissé. Après, vous savez, c'est un problème, la bourse, c'est un problème de timing. C'est-à-dire qu'un dossier qui passe de 170 à 138, ce qui est le cas d'LVMH, qu'est-ce qu'on fait? Ça peut encore un petit peu baisser, mais j'ai quand même le sentiment que ça reste une très belle valeur. Alors il y a aussi d'autres secteurs dont on parle beaucoup, c'est tout ce qui est... Il y a le Consumer Electronic Show actuellement à Las Vegas, on a beaucoup le secteur technologique, les startups. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'engouement autour de ces nouvelles technologies, la numérisation, la digitalisation de l'économie. Est-ce qu'il y a selon vous aussi là des valeurs sur lesquelles on peut se positionner, qui peuvent être les petites pépites peut-être de l'avenir? Écoutez, il y a beaucoup de sociétés cotées sur Alternext et Eurolist qui sont dans la technologie. Après, il faut séparer le bon grain de l'ivraie, comme on dit. Moi, par exemple, une société... Alors, vous me prenez un peu à brûle pour point, j'ai pas énormément d'exemples en tête, mais je pense que, par exemple, une société comme Groupe Gorgé, qui est spécialisée dans l'impression 3D, qui a une vraie filiale sur l'impression 3D, ça me paraît un groupe très intéressant. Je pense que Parrot, après sa forte baisse, après son augmentation de capital, dans les drones, un positionnement intéressant. Je pense que, par exemple, dans la santé connectée, une société comme Visiomed, qui est d'ailleurs présent au CES de Las Vegas, je crois qu'il y a également un potentiel important. Le problème, c'est que ça va tellement vite dans le secteur qu'il faut toujours être à la pointe de l'innovation. Donc il y a beaucoup de sociétés qui gravitent autour de cet écosystème qu'est la santé connectée, que sont les produits connectés. Il faut choisir. Mais je crois que dans ces trois valeurs, ça me paraît des thèmes intéressants. Là aussi, l'enjeu pour ces valeurs-là, c'est d'être les premiers. On parle souvent du pricing power, les barrières à l'entrée. C'est d'être vraiment le leader et d'arriver le premier, c'est ça? Ou d'être acheté, ou d'avoir peut-être pas les premiers, ou d'avoir une telle technologie qu'inéluctablement elle soit rachetée à un moment ou à un autre. Et là, on pense à qui, par exemple? Je pense qu'à terme, par exemple, je parle de Visiomed, mais une société comme Visiomed peut tout à fait être rachetée, par exemple. Alors, je n'ai pas d'autres exemples parce que je ne veux pas parler d'OPA. Et moi, les OPA, je les vois plus cette année encore dans les services informatiques, notamment, ou dans les éditeurs de logiciels. Mais je pense que dans tout ce domaine de la santé connectée, ou même dans tout le domaine de la high-tech, il y a tellement de sociétés cotées à Paris qu'il y aura des rapprochements. Alors aussi, pour jouer, après de façon plus classique, ce qui va être la reprise européenne, on en parle, elle est lente, elle est molle, mais bon, on en parle quand même, c'est un petit peu là que ça se passe quand même sur les actions européennes. Si on veut jouer donc du coup cette reprise européenne, tout ce qui va être valeur soit cyclique, soit domestique, qu'est-ce que vous recommandez? Écoutez, moi je recommande toujours les small et mid. Alors je vais vous dire, bon, c'est vrai que c'est mon core business comme on dit. Quand on regarde les small et mid, je crois qu'on prévoit entre 15 et 18% de hausse cette année. Des bénéfices contre 8% pour le CAC 40. C'est à peu près ce qui s'est passé en 2015. Sur l'indice Small CAC, on a eu 26% de hausse contre 9% pour le CAC. Ça veut dire que finalement, ces mid et small sont exclusivement présentes en Europe et très peu affectées par les économies émergentes. Alors s'il y a par exemple GL Evans qui doit faire 15% de son chiffre d'affaires au Brésil, mais c'est un cas isolé. Donc si on veut vraiment jouer la reprise de l'économie européenne,
ben, il faut jouer tout ce qui concerne l'Europe, par exemple des SS2I, on dit maintenant des ESN, des éditeurs de logiciels, des sociétés qui sont vraiment sur des niches porteuses en Europe. Ouais. Très bien. On vous retrouve tout à l'heure, dans quelques minutes. On va parler justement, ce sera le focus valeur. On parlera d'une valeur que vous estimez être intéressante ce matin. Il s'agira de Gearbest. Donc voilà, juste pour le teasing, Gearbest dans quelques minutes. On passe à la suite de Direct Marché.